Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du concours SMF Junior. C'est un concours qui a lieu environ tous les 2 ans, organisé par la Société mathématique de France. J'ai découvert aussi ce concours d'intérieur et c'est pour ça que je voulais un petit peu partager avec vous ce que j'ai découvert. D'une part, le problème que j'ai donné, qu'on verra plus tard, mais d'autre part, un peu parler de ce concours et l'expérience que j'ai eue de participer un peu en tant que concepteur de problèmes et correcteur à ce concours. Donc c'est un concours qui a lieu donc tous les 2 ans. Cette année, il y avait entre le 30 octobre et le 10 novembre, il y avait des équipes qui étaient constituées. Ce sont des équipes qui peuvent être de 1 à 4, on va dire, joueurs, parce que c'est quand même ludique, qui étaient là et qui ont participé, qui avaient 10 jours donc, pour résoudre en théorie 10 problèmes. En fait, en pratique, je crois que cette année, on n'en a donné que 7 problèmes en tout. Et les gens faisaient en moyenne 4 ou 5 problèmes, arrivaient en 10 jours à résoudre 4 ou 5 problèmes. Ce sont des problèmes de disciplines des mathématiques différentes. Il y avait évidemment problème d'algèbre, c'est auquel j'ai participé, évidemment analyse, probabilité, modélisation, topologie, combinatoire, et j'en passe. À chaque fois, les problèmes sont difficiles, mais l'esprit c'est pas comme l'agrégation où il y a un enjeu, où on va être recruté par l'éducation nationale et être sur une échelle de rémunération. Là, c'est vraiment Pierre de Coubertin, vraiment l'esprit Jeux Olympiques, mais sans les pots de vin, la clim dans les stades, etc. C'est vraiment agréable, les gens jouent le jeu. Ce sont généralement donc des jeunes qui sont entre la L3, la M1 et la M2. En moyenne, c'est des gens qui sont en M1, mais des fois, c'est des gens qui ont passé la grègue et puis qui ont envie de faire un petit peu les prolongations. Et des fois, c'est des gens qui sont en L3. En tout cas, bon, j'ai eu environ 13 copies, bien pleines, des gens qui ont choisi parmi l'ensemble de problèmes à résoudre, qui ont choisi l'algèbre. Et je peux vous dire que il y avait des idées. C'était un plaisir. J'ai jamais vu un tel concentré de belles idées. Bon, le but n'est pas toujours de résoudre le problème. Je vous ai dit, Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Le tout c'est de donner un peu un point de vue sur le problème. On n'est pas obligé de résoudre la chose. On a des points d'estime. C'est pas des points comme si on attendait que le problème soit totalement résolu de A à Z. Les problèmes sont généralement des problèmes où on donne un maximum d'ouverture afin que le candidat soit dans un esprit qui ressemble à l'esprit de la recherche. Et en fait, c'est ça. C'est un petit entraînement à la recherche. Alors, oui, les gens ont montré qu'ils étaient capables d'avoir des idées, et c'est vraiment très agréable, très très agréable à corriger, même si les idées, des fois, n'aboutissent pas, même si on voit bien l'écueil des débutants chercheurs qui ont des idées et qui veulent aller jusqu'au bout, même au moment où ils savent que l'idée elle va pas converger, eh bien ils continuent à un moment où c'est désespéré, et même des fois les gens que j'ai lus sont capables non seulement d'idées, mais d'une technicité remarquable. Donc je voulais en même temps féliciter tous les candidats qui avaient participé au problème d'algèbre, et j'ai vu beaucoup de très belles choses. Voilà, ça fait plaisir. Donc le concours permet
de gagner des lots. Et puis aussi, ben, ça fait bien sur un CV de dire qu'on a été lauréat du concours, parce que quand on connaît la difficulté des problèmes, et surtout de résoudre comme ça un certain nombre de problèmes en 10 jours, et en équipe, c'est qu'on est vraiment armé pour la recherche. Donc, je fais de la pub pour que les étudiants, ceux qui seront entre la L3 et la M2 dans 2 ans, fassent le prochain concours de la SMF Junior. Bon, alors maintenant, il y a aussi la retape pour avoir des gens qui proposent des idées et des idées de problèmes pour le concours de la SMF Junior. C'est vrai que c'est pas évident. On a des injonctions antipodiques. C'est-à-dire que quand on m'a dit, bon, bah, tiens, ce serait bien que tu fasses le problème d'algèbre, les injonctions sont, il faut un problème complètement original, dont on ne puisse pas trouver de traces sur Internet, parce que quand même pendant les 10 jours, ben voilà, on peut aller sur Internet évidemment, même s'il y a une charte comme quoi les candidats signent quelque chose comme quoi ils ne vont pas se faire aider par une source extérieure, mais bon, quand même, faut pas que ce soit sur Internet. Ça peut être dans un vieux grimoire quelque part qui est caché, mais pas des trucs où on tape le problème et puis on le voit arriver, ni sur un livre célèbre, évidemment. Et il faut aussi, et c'est là où je dis c'est vraiment très antipodique, il faut aussi que ça s'adresse à tous. C'est-à-dire que les mots utilisés, le vocabulaire utilisé, les concepts utilisés, soient des concepts qu'un étudiant de licence peut comprendre. Voilà, donc là l'idée en algèbre, bon, c'est simple, c'était de dire, voilà, on est sur un espace E de dimension finie, sur un corps fini, ce qui est pratique parce que c'est un lieu où on peut tout compter, tout dénombrer et prouver qu'on a tout compris en prouvant qu'on sait compter. Et on a un endomorphisme nilpotent et on cherche tous ces sous-espaces stables. Combien il y en a? Voilà. Et donc c'est un problème suffisamment ouvert. Voilà, ça a été... en tout cas, bon, ça en a inspiré quelques-uns, ça n'en a pas inspiré d'autres, mais les réponses ont été assez agréables et même très vivifiantes. Je vais essayer maintenant de vous donner la correction du problème. Voilà, donc on va commencer par l'énoncé du problème. On a E, un espace vectoriel de dimension finie n, sur un corps K, de cardinal Q. Voilà. Hein. On fixe un endomorphisme nilpotent U de E, donc nilpotent, on sait ce que c'est, ça veut dire qu'il va s'annuler quand on le compose avec lui-même un certain nombre de fois, forcément inférieur ou égal à n par Kelly-Hamilton. Voilà. Bon. On souhaiterait connaître le nombre de sous-espaces de E stables par U. Bon, alors évidemment, hein, la question était ouverte, c'est-à-dire qu'on peut prendre un U particulier, même U nul, pourquoi pas, hein, vous voyez, pour commencer, s'il est nul, il est nilpotent. Voilà, hein, math is a free country. Donc, première constatation, on va remplacer U par un endomorphisme conjugué, d'accord? V rond U, rond V-1. V, c'est un automorphisme de E. Bon, alors dans ce cas-là, vous voyez bien que l'assignation qui a un sous-espace stable F donne V de F, ça va induire une bijection entre les sous-espaces stables par U et les sous-espaces stables par le conjugué, hein, VU, V-1. Donc en fait, le nombre cherché, puisque c'est en bijection, ben, ça va être le même, et donc le nombre cherché, il ne dépend que de la classe de conjugaison de U. Alors, si ça dépend que de la classe de conjugaison de U, alors on sait ou pas, mais disons que là c'était vraiment admis complètement dans ce contexte, que la classe de conjugaison de U, pour U nilpotent, hein, ne dépend que de la suite des dimensions des noyaux emboîtés, ker de U puissance k.
Voilà, hein. Alors ça, c'est quelque chose que d'ailleurs vous pouvez trouver dans le chapitre 3 de Nouvelles histoires hédonistes, de groupe et de géométrie. Voilà, c'est la dimension des noyaux emboîtés. Alors on va regarder un petit peu cette dimension des noyaux emboîtés. Donc c'est les kers de U puissance I. Et en fait, U définit une application linéaire de kers de U puissance I plus 1 dans kers de U puissance I, hein, évidemment. Hein. Si on a un élément X là-dedans, bah, U de X va être là-dedans. Bon. Donc, maintenant, c'est facile de voir que ça passe au quotient en une injection linéaire. Donc on commence par quotienter là à droite, sur ker de UI-1, et ensuite on voit que le noyau de l'application composée, ça va être ker de UI, et on va avoir une injection, une application linéaire, qui est une injection ici, ce qui va faire que, bah, vous voyez, que la dimension ici va être plus petite que la dimension là. Donc si on pose k1 d'ici égale dim de ker ui, alors i allant de 1 à L, donc après on va dire que la suite elle est stationnaire, d'accord, c'est-à-dire que les KI après, bon, la suite ne dit plus rien, et en gros, elle station, puisque U est nilpotent, ça veut dire qu'elle stationne à la suite des noyaux, hein, va stationner à E, et la suite des dimensions va stationner à N. Donc on s'arrête à L, et c'est une suite croissante qui s'essouffle. Alors qu'est-ce que ça veut dire qui s'essouffle? Bah, c'est que si on pose KI moins KI moins 1 égale AI, bah, on sait que la suite des AI est de plus en plus petite. Ça veut dire qu'elle croît, la suite des KI, mais elle croît de moins en moins, comme si c'était une espèce de concavité, et ça, cela vient du fait qu'on a cette injection qui est ici, qui implique ces inégalités-là. Alors, on fixe maintenant une partition A1 supérieur à A2 supérieur à AL de N associé à U. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que U va nous donner les KI vont nous donner les AI, et réciproquement, les AI bah, vont nous donner les KI, hein, si on pose par définition que K0 égale 0. Et bah oui, c'est même pas par définition, parce que U puissance 0 c'est l'identité et le noyau c'est nul. Et donc on retrouve non pas U, mais la classe de similitude de U à partir des KI, et donc à partir de cette partition. Et c'est une partition de N, ça veut dire que c'est une suite décroissante dont la somme des éléments fait N, puisque la somme des éléments, quand vous allez faire la somme des éléments ici, ben vous allez avoir K indice L, parce que ça se catapulte comme ça, hein, et K indice L, c'est la dimension de E, donc c'est N. C'est bien une partition de N. Donc maintenant, je vais fixer F, un sous-espace stable par U. Alors, l'induit UF, puisque F est stable par U, je peux bien parler de l'induit, hein, U indice F. U indice F est un endomorphisme qui est forcément nilpotent, puisque c'est une restriction finalement de U, qui est nilpotent. Et le noyau ici de Ker de UIF, ben, c'est l'intersection du noyau de UI avec F. C'est bien connu, et c'est presque une tautologie. L'injection ici va induire ben, une injection au niveau des quotients. Bon, de la même manière, c'est-à-dire que on part de l'injection, ensuite on suit, donc on voit ça comme une flèche, comme une application linéaire injective. On la prolonge par le quotient ici, et puis le noyau, ben, ça va être ce qui est ici, et on quotiente par le noyau pour avoir une injection. Alors c'est pas tout à fait une inclusion, comme c'est écrit là, c'est une injection, je devrais mettre une flèche. Mais en tout cas, ça veut dire que la dimension ici est inférieure à la dimension ici, et ce qui veut dire que quand on va regarder F, d'accord, comme un espace vectoriel, et UF comme un endomorphisme nilpotent de cet espace, et bien de la même manière qu'on a associé une partition A à U, on associe une partition B à UF, et cette partition est forcément plus petite que A, dans le sens que les BI sont tous plus petits ou égaux à AI pour tout I, d'après ceci. Donc on va dire que la partition B
c'est le type de F, alors F muni de l'endomorphisme UF. De la même manière que la partition A, c'est le type de E, muni de l'endomorphisme U. Donc maintenant, on ramène le problème de tout à l'heure. Au lieu de chercher tous les sous-espaces stables F par U, on cherche juste les sous-espaces stables qui sont associés à la partition B, qui est inférieure à A qui était donnée au départ. Comme ça, bon, pour avoir les sous-espaces stables au total, ben, on fera la somme de ce qu'on a trouvé pour tous les B inférieurs à A. Voilà, c'est ce qu'on se propose de faire. Et effectivement, vous allez voir que c'est ça la bonne démarche. Donc on va traiter d'abord le cas où U est l'endomorphisme nul. Bon, pourquoi? Bah parce que vous allez voir, c'est assez simple. Parce qu'en fait, on va s'en sortir avec des scindages classiques de sous-espaces vectoriels. Et donc, ça va nous interpeller et ça va permettre non seulement d'avoir des résultats intermédiaires qui vont nous servir par la suite, mais aussi d'avoir une méthode un peu qui nous éclaire ce qui va suivre après. Et c'est pas mauvais de commencer par l'endomorphisme nul. D'ailleurs, parmi les candidats, il y en a qui ont fait ça et c'était apprécié. La partition de n associée, alors c'est quoi? Ben, on a juste le noyau, puis après, ben, voilà, on a atteint tout de suite, si vous voulez, L est égal à 1, et donc on a A1 égale n. Voilà la partition de n, c'est la dimension du noyau. Voilà. De l'endomorphisme nul, c'est E. Voilà. Et un sous-espace stable par U, bah, tout sous-espace de E est un sous-espace stable par U, puisque U c'est l'endomorphisme nul, il stabilise tous les sous-espaces vectoriels. Donc si vous voulez, la décomposition que l'on a faite tout à l'heure en partition B, eh bien là, ça va être juste B1, c'est la dimension de F. Voilà, qui est inférieure évidemment à N, qui est égal à 1. Alors, c'est ça qu'on va chercher. Pour chercher le nombre, finalement, de sous-espaces, c'est ce qu'on appelle le cardinal de la Grassmannienne. Hein. On va regarder combien il y a de sous-espaces de dimension petit m dans un espace de dimension petit n sur un corps K de cardinal Q. Donc on commence par calculer le nombre de bases, je l'appelle G indice petit n. Alors ça, bon, si vous regardez dans Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie, c'est fait voilà, dans le chapitre 8, tome 2. C'est facile à voir. Le nombre de bases, on commence par prendre... Donc il faut savoir qu'un espace vectoriel de dimension n, il est de cardinal Q puissance n, puisque l'espace vectoriel est isomorphe à K puissance n. Donc voilà, par le choix d'une base. Donc on commence par prendre un élément, donc c'est un élément non nul, donc il est dans l'espace moins 0. Puis on choisit un deuxième élément qui doit être dans l'espace moins la droite engendrée par le premier. Puis on choisit dans l'espace un élément qui est différent du plan, donc qui est de dimension 2, engendré par les deux premiers, donc Qn moins Q2, etc., jusqu'au dernier, où on prend tout l'espace moins un hyperplan. Et voilà notre choix total de base. Ça, c'est assez simple. Donc je vais regarder le nombre de parties libres à m éléments. Elles vont engendrer un sous-espace forcément de dimension m. Et je vais regarder pour tout sous-espace de dimension m, combien de familles libres à m éléments les engendrent. Eh bien, forcément, c'est le nombre de bases de ce sous-espace, puisqu'il y en a m, il y en a le bon nombre et c'est libre. Bon, voilà. Et donc le nombre de bases, ça va être g indice m qui est au dénominateur, et je fais le quotient entre les deux. Bon, alors, ce que je vous disais, hein, c'est que cette preuve, elle a un double emploi. D'une part, c'est que ça va nous servir après, hein, dans la suite, mais aussi c'est que le fait d'avoir attaqué un endomorphisme nilpotent nul, c'est un petit peu comme si on rentre dans l'eau froide et qu'on se met de l'eau froide un peu sur le cou pour s'acclimater. Hein. Cette technique qui correspond au quotient, c'est un espèce de lemme des bergers si vous voulez, qu'on utilise, va être réutilisée après, mais dans une situation un peu plus délicate.
Alors, on notera au passage la récurrence. Ici, on regarde le nombre de sous-espaces de dimension n plus 1 dans un espace de dimension n plus 1. Donc, c'est un nombre binomial quantique. Ici, vous avez ceci plus cela. Alors, on peut le montrer de plusieurs manières. D'une part, directement, d'accord, avec la formule, c'est pas difficile, et d'autre part, de façon moins calculatoire, en faisant une subdivision des sous-espaces de dimension m plus 1 dans un espace de dimension n plus 1, en fixant un hyperplan du sous-espace de l'espace de dimension n plus 1, et en disant soit le sous-espace de dimension n plus 1 est dans l'hyperplan, soit son intersection avec l'hyperplan est de dimension m dans l'hyperplan, voilà. Et dans ce cas-là, il faut regarder des supplémentaires. C'est exactement comme une preuve analogue avec les nombres binomiaux tout court, où on regarde des parties à m plus 1 éléments dans un ensemble à n plus 1 éléments, et qu'on a la formule équivalente, mais pour q égale 1. Alors regardez, vous démarrez des espaces de dimension 0 dans un espace de dimension 1, il n'y en a qu'un, c'est l'espace nul, et de dimension 1 dans un espace de dimension 1, c'est 1, ça c'est l'espace total, bon, c'est K, et ce qui va faire qu'en Q égale 1, ça va être exactement les nombres binomiaux. On va retrouver, en Q égale 1, on retrouve les nombres binomiaux NM. Voilà. Mais en plus, ils s'appellent les nombres binomiaux quantiques, c'est pour ça, mais en plus, vous voyez, ici, il n'était pas évident que ces nombres étaient des polynômes en Q, parce que quand on regarde ça, ce sont juste des fractions rationnelles en Q, mais là, ici, par récurrence, ça devient évident qu'on a un polynôme en Q. Alors, maintenant, voici une proposition qui va être notre couteau suisse, omniprésente dans la preuve qui suit. Parce que maintenant, ça y est, on va attaquer le cas général. Donc, on a toujours un espace vectoriel E de dimension n sur K, K, un sous-espace de dimension petit k de E, et je veux calculer le nombre de sous-espaces de dimension d de E en somme directe avec K. Alors en somme directe, ça ne veut pas dire supplémentaire, d'accord? Voilà, ça veut dire simplement que l'intersection avec K est nulle, finalement. Mais ce n'est pas des supplémentaires. Forcément, si, bien sûr, D est égal à n moins K, alors c'est automatiquement, on cherche automatiquement des supplémentaires. Et pour la preuve, voilà, on va fixer une base de K, et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire c'est exactement la même méthode, on commence par fixer une base de ce supplémentaire, et ensuite on va diviser par le nombre de bases par supplémentaire fixé. C'est un espèce de lemme des bergers, et sachant que le nombre de bases, puisque le supplémentaire est de dimension D, c'est G indice D. Alors le nombre de familles libres de taille D qui engendre un sous-espace en somme directe avec K, on commence par prendre un élément de E qui n'est pas dans K, donc il faut en prendre Qn moins Qk, et ensuite, une fois qu'on a pris cet élément, on va en prendre un qui n'est pas dans K plus l'élément, l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel engendré par K et l'élément précédent, donc ça va être moins Q puissance K plus 1, etc. Et on en prend D comme ça, successivement, comme tout à l'heure, et on a ce produit-là. Et maintenant, il faut diviser par GD, évidemment. Voilà, et maintenant, on va faire le quotient. Au numérateur, on met D fois, finalement, Q puissance K en facteur, ce qui va nous faire ce Q puissance KD. Et ici, on reconnaît complètement la formule du binôme quantique, ce qui nous donne exactement ça. Alors, donc, en particulier, je parlais des sous-espaces supplémentaires. Oui, effectivement, on se rend compte que quand on veut compter le nombre de sous-espaces supplémentaires, c'est un monôme en Q. Oui, puisque si on veut un supplémentaire, avoir un supplémentaire de K, ça revient à dire que D est de dimension n-K. Donc ici, on a n-K, n-K, donc
là ça fait 1, hein, le nombre de sous-espaces de dimension n-k dans un espace de dimension n-k, bah, c'est forcément 1, et ici on a que puissance k, n-k. Alors maintenant, ça y est, on va construire ce qui va remplacer des bases. Quand on était dans le cas où on cherchait juste des sous-espaces, et non pas des sous-espaces stables par un endomorphisme, ou alors c'est l'endomorphisme nul, on pouvait se ramener à des bases. Là, on n'a plus la notion de base, on va regarder des générateurs, des sous-espaces générateurs de scindage de noyaux itérés. Voilà. Alors, je vais le faire sur un exemple, mais on va comprendre que cet exemple est complètement général. Alors, la partition, c'est 5, 5, 4, 4, 4, 3, 2. Donc, si je ne me trompe pas, c'est la partition de n égale 27. Et donc, on va symboliser cette partition comme ceci. Alors, c'est quoi les points? Ça va symboliser des bases possibles. Ici, le 5, ça c'est la dimension du noyau, d'accord? Voilà, de U. Et là, ça peut être une base possible du noyau de U. Puis le 5 après, ça veut dire que la dimension de U2 c'est 10, et donc je vais mettre une couche successive, un peu comme des lasagnes, avec voilà, une base, d'accord, qui est supplémentaire dans ker de U2, de ker de U. Voilà, ici, 5, etc. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, on parle de scindage des noyaux itérés. Parce qu'on cherche à chaque fois des supplémentaires de la suite des noyaux itérés, qui est une suite croissante. Voilà, etc., etc. Puis on va jusqu'au bout, et ici, normalement, il devrait y en avoir 27. Bien. Alors, maintenant, pour l'instant, je fais des scindages de noyaux itérés, finalement, et je vais regarder des générateurs. C'est-à-dire que ici, et là c'était important, de penser les choses par le haut, c'est-à-dire de regarder les choses tout en haut. Là, je vais choisir un sous-espace supplémentaire de KL-1, donc ce qui est en noir ici, dans, finalement, tout E. Et donc, ce supplémentaire va être symbolisé par une base du supplémentaire en rouge ici. Et dimension 2. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que je cherche un supplémentaire GL de KL-1 dans KL qui lui est égal à E. Le nombre de possibilités de supplémentaires, hein, je parle de supplémentaires, pas de base, hein, de supplémentaires, on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on cherche des supplémentaires, hein, il n'y a pas de nombre binomial qui apparaît, c'est le nombre binomial trivial, c'est Q puissance AL, donc AL ici c'est 2, hein, ce qu'on voit, fois KL indice L-1, c'est bien un indice L-1, c'est le nombre de noirs qu'on a ici. Alors, bon, de façon... bon, pour avoir des formules un peu plus générales, je vais poser voilà, un A indice L plus 1, donc l'étage du dessus, il n'y a rien, donc c'est A indice L plus 1 égale 0, ce qui va faire que je peux écrire AL moins AL plus 1, facteur de AL plus 1, plus K indice L moins 1, et ça va être le nombre de possibilités qu'on a de supplémentaires. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Bien, ce supplémentaire, je regarde le sous-espace U stable qu'il engendre. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce sous-espace supplémentaire, il est supplémentaire de K indice L-1, donc en particulier, il est en somme directe avec le noyau, qui est ici, ce qui fait que, comme on est sur un supplémentaire du noyau, on sait que la restriction à U est injective. Donc ici, cette partie libre va être envoyée sur une partie libre, puis par U2 sur une partie libre, par U3 sur une partie libre, etc. Jusque-là. Et quand on arrive au noyau, c'est non seulement non injectif, mais c'est carrément nul. D'accord? Donc là, il n'y a plus rien. Donc là, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit une base qui est compatible avec cette décomposition en somme directe. Donc j'ai des parties de GL là, et je regarde la somme de J égale 0 ici, à L-1, c'est-à-dire jusqu'ici, hein, de UJ de GL. Voilà. Mais pour l'instant, ça ne correspond pas à un choix. Je voulais un sous-espace stable. Bon, ici, je prends GL
et j'engendre le U stable engendré. Donc ici, c'est une famille génératrice, mais je voudrais une famille génératrice de tout le sous-espace stable E, pour commencer. Avant d'attaquer F, je commence par E. De la même manière que tout à l'heure, j'ai commencé par Gn, le nombre de bases de E, avant d'attaquer le nombre, finalement, de bases possibles pour un sous-espace F. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux? Vous voyez, je vais chercher un supplémentaire ici, du sous-espace qui est là, d'accord, comme ceci, voilà. Donc, j'ai KL-2, ça en noir c'est KL-2. Cette partie en rouge, lui, je l'oublie, d'accord? Donc cette partie en rouge, c'est U de GL, d'accord? Vous aviez GL ici, et quand on est passé par U, on est descendu d'un étage. Voilà, ça c'est U de GL, et c'est en somme directe avec ça. Et on veut un supplémentaire, mais dans KL-1. Bon, j'aurais pu prendre un supplémentaire de tout ça dans KL, mais je préfère, c'est plus simple de le voir comme ça dans KL-1. Alors, bon, GL, en fait, c'était quoi par rapport à H? Je l'appelle H ici. HL, je le pose par définition égal à GL. Le nombre de possibilités, puisqu'on cherche un supplémentaire, ça va être Q puissance, donc ici, la dimension qu'on a ici, ce qu'on voit, c'est 1. Mais en général, c'est AL-1, c'est-à-dire le L-1e étage, moins AL. D'accord? Donc moins ces deux-là, qui correspondent à ces deux-là. Donc ici, on fait la différence des deux. Et maintenant, le sous-espace dont on veut un supplémentaire, c'est tout ça. C'est-à-dire, il y a KL-2, ici, tout en noir, plus A indice L, puisque ces deux-là, c'est exactement A indice L, c'est ces deux-là qui ont été baissés. Donc ça, c'est le nombre de possibilités. Juste pour ce bleu-là. Voilà. Bon, vous avez compris comment ça se continue. On baisse tout ça, on regarde le sous-espace U stable engendré partout. Donc on va avoir les rouges ici, et les UJ de HL-1. Mais cette fois-ci, on va de J égale 0 à L-2. Voilà, ça fait ça. Et donc, ce qui est important, là ça ne nous donne pas un choix à implémenter. Nos choix, ils étaient dans la base ici, dans le supplémentaire plutôt ici, et là le supplémentaire là. Ici, ça ne correspond pas à un choix. Et maintenant, on continue, et après, on finit. Voilà. Donc, si on continue, ici, à ce stade-là, pour avoir ce supplémentaire-là, on va avoir KL-3 qui est ici, plus ici U2 de HL, plus U de HL-1, ici, et on veut un espace en somme directe avec ça qui donne KL-2, donc c'est ce HL-2, et voilà, et ensuite on regarde le sous-espace U stable engendré, toujours pareil, la restriction de U à un supplémentaire du noyau est toujours injective, donc on va avoir des sommes directes ici, et on a le nombre de possibilités. Voilà, donc en tout, le nombre de sous-espaces générateurs de scindage de noyau itéré de E, ce que je vais appeler D indice A, ça va dépendre que de la partition A, c'est le produit de tous les éléments qu'on a obtenus, donc c'était des puissances de Q, donc ça fait Q puissance une somme, et c'est cette somme-là. Donc j'ai remplacé K par K indice J-1 par, évidemment, K indice J-1, c'est la somme des AS pour S strictement inférieur à J. Voilà. Et donc j'écris la somme, j'ai mis ça en facteur, bon, c'est rien du tout. Voilà, donc tout va bien. On a trouvé cela. Maintenant, finalement, ces sous-espaces générateurs, c'est un peu comme si on avait trouvé des bases, mais pour tout l'espace E. Maintenant, on va s'intéresser à l'espace F. Et là, bien sûr, on a dit qu'on a une partition ici, et on va faire correspondre une sous-partition là. Donc ça, on va regarder les sous-espaces U stable F qui correspondent à la sous-partition B qui est ici, et ça c'est la partition A. Alors donc voilà, j'ai pris une sous-partition, 5 inférieur à 5, 4 inférieur à 5, 3 inférieur à 4, etc. Tout est inférieur, et donc ça va correspondre à ce qui est en orange ici. D'accord ? Voilà.
Et maintenant, cette fois-ci, l'idée, toujours la même de tout à l'heure quand on a cherché des grassmanniennes classiques, à un sous-espace U stable F de type B, on va associer l'ensemble de ces sous-espaces générateurs de noyaux itérés, d'accord, et qui va être de cardinal, on va dire n indice BA, n comme numérateur, ça va dépendre évidemment de B et de A, et réciproquement, à chaque famille de sous-espaces de générateurs de noyaux itérés, on va associer, donc ici itéré, il faudrait ES, pardon, on associe le sous-espace U stable engendré, bien sûr, pareil, et ça va être le dénominateur. Et évidemment, comme ça c'est ce qu'on a calculé, le nombre de familles de sous-espaces générateurs, de noyaux itérés, de scindage de noyaux itérés, pardon, et comme tout à l'heure, à un sous-espace F U stable, il va y avoir cette fois-ci NB, hein, générateur de scindage de noyaux itérés pour ce sous-espace F fixé. Donc on divisera par NB. Donc là, exactement pareil, il faut chercher des sous-espaces en somme directe, mais ce ne sont plus des supplémentaires. C'est ça qui va faire la différence. Donc il va apparaître des nombres binomiaux quantiques parce qu'on n'est plus en train de regarder on ne regarde plus des sous-espaces supplémentaires, voilà, comme tout à l'heure. Alors donc ici, finalement, le choix, c'est ce bleu-là. Après ça, il n'y a plus de choix pour le bleu. Ici, il y a un rouge, ici, il n'y a plus de choix, là. Là, ici, le sous-espace, il n'y a plus rien là, hein, d'après ce qui était ici, hein, d'accord, vous voyez les dimensions. Donc là, ici, maintenant, il y a le vert à choisir, et là, il y a lui à choisir, le rose, et là, je sais pas, le magenta, d'accord, tac, 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 tac. Et maintenant, on se convainc que c'est exactement les mêmes formules, mais on va avoir des nombres binomiaux qui vont apparaître, un mélange de AJ et de BJ, et je vous laisse vous convaincre que le nombre de sous-espaces finalement générateurs de scindage de noyaux itérés, c'est bien ça. Alors maintenant, le nombre de sous-espaces stables de type B d'un espace muni d'un endomorphisme nilpotent de type A, voilà, on va l'appeler nu indice BA de Q, et c'est le quotient des deux. NBA, ça va être exactement ce qui est ici. Quand on va diviser par D indice B, qui est égal finalement D indice B, c'est NBB, c'est-à-dire qu'on remplace A par B, ici, donc là ça va faire 1, c'est pour ça qu'on retrouve cette formule des supplémentaires. Et ici, on va avoir, à la place de A, on va avoir B, mais on aura toujours BJ moins BJ plus 1. Ici, les BJ plus 1, quand on va quotienter, là ça va se soustraire et ça va s'éliminer. Et donc on va avoir cette formule. Voilà. Et donc maintenant, quand on veut le nombre de sous-espaces stables tout court, on va faire la somme de ce qui est là pour toutes les partitions qui sont plus petites que A. Voilà. Voilà, c'est intéressant. Donc on voit que... Donc c'est intéressant. Alors, entre parenthèses, et c'était dans le concours, fallait dire que c'était polynomial, donc on voit que c'est polynomial. Ici, c'est complètement polynomial parce qu'on a vu tout à l'heure que ça, c'était polynomial. Fallait calculer le polynôme en 0. Bon, on voyait que c'était que le polynôme en 0, évalué en 0, ça faisait n plus 1, où n c'est la dimension de E. Et puis, il fallait le regarder aussi en 1. On tombait sur des formules purement binomiales. Et en fait, ça donnait finalement le produit des AI plus 1. Voilà. Et puis ensuite, il y avait une question subsidiaire sur le nombre de sous-espaces stables. Et là, ça revenait à peu près au même, sauf qu'au lieu de nilpotent, on n'avait pas que x que des puissances de x comme polynôme invariant de similitude. Fallait regarder chaque polynôme irréductible qui était dans les polynômes invariants de similitude, et fallait créer une partition.
et remplacer Q par Q puissance le degré de ce polynôme irréductible. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus fin, mais c'était assez habituel. Voilà, on a fini avec cette histoire-là, et justement, c'était quand même assez intéressant, d'autant plus que ce genre de problème, bon, quand on m'avait demandé si c'était quelque chose qu'on pouvait voir sur Internet, j'avais regardé un petit peu partout sur les choses qui apparaissent facilement sur Google. Et il y a des gens, il y a des fous du dénombrement en algèbre linéaire, hein, de la ce qu'on appelle la combinatoire quantique, qui avaient fait pas mal de choses là-dessus, qui avaient dénombré des tas de trucs, mais ça y est, ça n'y était pas. Donc voilà. Bon, donc, du coup, ça paraissait quelque chose d'important à raconter, à la fois pour un concours et aussi bah, pour le plaisir.